Bienvenue dans Cappuccino et Croissant, votre dose hebdomadaire de pop culture, d'analyse piquante et de caféine culturelle. Aujourd'hui, on plonge dans ce qui a fait trembler l'industrie musicale ces derniers jours, les Grammy Awards 2025. Une cérémonie toujours très attendue, mais qui, soyons honnêtes, est autant une célébration de la musique qu'un jeu d'influence millimétré. Qui a raflé les trophées? Qui a été snobé? Quels moments ont marqué la soirée? Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Et parce qu'on ne s'arrête jamais à la surface, on va aussi parler de ce que les Grammy Awards ne montrent pas. Parce que derrière les paillettes et les discours pleins d'émotions, il y a une mécanique bien rodée où tout est calculé, du moindre prix décerné aux fausses surprises sur scène. Enfin, pour clôturer cet épisode en beauté, je vous embarque dans l'univers de mon nouveau livre Red Flags et Love Song, un mélange explosif de romances interdites, de tensions psychologiques et d'immersion ultra réaliste dans l'industrie musicale coréenne. Vous allez découvrir pourquoi ce n'est pas juste une histoire d'amour, mais une fuite en avant où chaque faux pas peut briser une carrière. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée, je prends mon café noir comme d'habitude, et on attaque. C'est parti! Les Grammy Awards, c'est un peu le Super Bowl de la musique, mais avec plus de paillettes et, heureusement, moins de traumatisme crânien. Et cette année encore, la cérémonie a livré un lot de triomphes, de performances spectaculaires et bien sûr de petits dramas bien croustillants. Alors qui a raflé les trophées et qui est reparti bredouille? Décryptage. Beyoncé a enfin été couronnée pour l'album de l'année. On ne va pas se mentir, Beyoncé et les Grammy Awards, c'est une relation compliquée. Elle collectionne les trophées, mais bizarrement, elle n'avait encore jamais mis la main sur l'album de l'année. Eh bien, c'est officiel, en 2025, Queen Bee a enfin décroché le trophée ultime avec Cowboy Carter. Cet album, c'est une fusion audacieuse entre country et R&B, un pari qui a surpris tout le monde et qui a surtout payé. Et puis, en plus de son sacre, Beyoncé devient la première femme noire à remporter l'album de l'année depuis Lauryn Hill en 1999. Et autant dire que ça a secoué Nashville. Son discours, sobre, puissant, elle a rendu hommage aux artistes afro-américains qui ont façonné la country bien avant que ce genre ne soit monopolisé par l'industrie blanche. Un moment d'histoire qui a enflammé la salle et divisé Twitter. Pardon, X. D'un côté, des critiques jugeant qu'un album pas assez country n'aurait pas dû remporter ce prix. De l'autre, Beehive en ébullition, rappelant que si quelqu'un mérite cette reconnaissance, c'est bien elle. Et pour compléter un triplé gagnant, sa collab avec Miley Cyrus a aussi décroché un trophée. Pas de doute, Beyoncé a marqué cette édition au fer rouge. Kendrick Lamar triomphe avec Not Like Us. Si Beyoncé a brillé, Kendrick Lamar n'a laissé que des miettes aux autres. Il repart avec chanson de l'année et enregistrement de l'année pour Not Like Us, ce qui est un énorme statement quand on sait que le morceau est en réalité un diss track visant Drake. Et oui, parce qu'en 2024, la rivalité Kendrick-Drake a été la guerre froide du rap. Et avoir ce clash couronné au Grammy, c'est juste iconique. Le public a explosé quand son nom a été annoncé, mais c'est surtout son discours qui a marqué les esprits. Kendrick a rappelé combien le rap a toujours été sous-estimé au Grammy, un thème récurrent, mais qui, avec sa victoire, prend une saveur particulière. L'ambiance était électrique et la prod a discrètement coupé son micro après une petite pique contre l'industrie. Pas de I'ma let you finish à la Kanye, mais clairement un moment à garder dans les annales. Sabrina Carpenter et Chappell Roan, la pop à l'honneur. L'année 2025 signe la montée en puissance d'une nouvelle génération d'artistes pop. Sabrina Carpenter d'abord a décroché le meilleur album pop vocal avec Short and Sweet. Son année 2024 avait déjà été impressionnante avec son tube Expresso. Et ce Grammy la propulse officiellement au rang de star incontournable. Elle n'est plus l'ex de Joshua Bassett, mais bien une pop star qui compte. Autre phénomène de la soirée, Chappell Roan, qui a remporté meilleure nouvelle artiste. Son style excentrique, mélange de Lady Gaga et de cabaret underground, a conquis le public. Ses performances flamboyantes et sa voix puissante font d'elle une étoile montante. Et cette victoire enfonce le clou. Elle incarne cette pop audacieuse et théâtrale qui marque les esprits et se démarque des formats trop lisses de l'industrie. En termes de performances marquantes, on a eu des émotions et des hommages. Une cérémonie des Grammys sans performance légendaire, c'est un peu comme un café sans caféine. Inintéressant. Et cette année, certaines prestations ont clairement mis la barre très haut. Que ce soit Billie Eilish qui a livré une performance hypnotique de Bird of a Feather, confirmant une fois de plus qu'elle excelle dans l'air de captiver une salle entière avec un simple micro et une guitare, ou bien Bruno Mars et Lady Gaga qui ont offert un hommage bouleversant à Los Angeles en reprenant California Dreamin', un moment suspendu qui a valu une standing ovation immédiate. Ces performances ont montré à quel point les Grammy Awards restent un spectacle autant visuel qu'auditif, mélangeant émotion brute et mise en scène spectaculaire.
Et bien sûr, quelques moments insolites et polémiques, les Grammys, c'est aussi des moments imprévus et des dramas qui font le sel de la soirée. Kanye West, fidèle à lui-même, a tenté d'assister à la cérémonie sans invitation, créant une petite agitation avant d'être escorté vers la sortie. Bien mérité, si vous voulez mon avis. Jaden Smith a fait sensation sur le tapis rouge avec un couvre-chef en forme de château, laissant tout le monde perplexe quant à sa signification. Pour conclure ce segment, cette 67e cérémonie des Grammy Awards a tout eu. Des moments historiques, des performances grandioses et son lot de débats enflammés. Beyoncé a enfin eu son sacre, Kendrick Lamar a imposé son flow, la pop s'est offert un vent de fraîcheur et bien sûr, on a eu quelques petites frictions bien savoureuses. Mais ce qui est encore plus fascinant que la remise des trophées, c'est que cette édition raconte sur l'état de la musique 2025. Parce que derrière les paillettes et les strass, il y a une industrie qui évolue, des tendances qui se transforment et des artistes qui façonnent l'avenir du son. Les Grammy Awards, c'est le grand cirque de l'industrie musicale. Chaque année, on applaudit, on s'émerveille devant des performances léchées, on débat sur qui a gagné quoi, mais soyons honnêtes, tout ça, c'est juste du storytelling ultra travaillé. Derrière le strass et les discours émus, c'est un business, et pas juste un business, mais une machine à réécrire l'histoire de la musique selon des critères qui n'ont souvent rien à voir avec l'artistique. Alors, qui décide vraiment des gagnants? Pourquoi certaines performances ont l'air aussi naturelles qu'une réunion PowerPoint? Et surtout, est-ce que remporter un Grammy en 2025 signifie encore quelque chose? Alors comment ça marche les Grammys? Tu te dis peut-être que ce sont les fans qui influencent les résultats, que les artistes qui remportent les prix ont marqué l'un les que nenni. Les Grammys sont décernés par un vote interne et la Recording Academy, c'est un peu un club privé ultra select. Les votants, des professionnels de l'industrie, certes, mais avec une moyenne d'âge plus proche d'un conseil de retraite que d'un TikTok trend. Ils sont majoritairement issus des circuits labels, et autant dire que leurs choix sont rarement spontanés. Un artiste peut être salué par la critique, cartonner en streaming et remplir des stades, mais si son label ne joue pas bien ses cartes en coulisses, il peut sortir des Grammys sans même une mention. En 2025, on a encore vu des décisions bancales, des artistes snobés au profit d'autres qui ont les bonnes connexions. Coucou Billie Eilish versus Beyoncé. C'est un débat dans lequel je n'entrerai pas. Bref, est-ce que c'est nouveau? Pas du tout. Mais chaque année, on continue à faire semblant d'être surpris. Un autre problème, le mépris historique des Grammys pour le rap et les musiques urbaines. Combien de fois a-t-on vu des albums révolutionnaires être écartés pour laisser place à des choix safe? En 2025, Kendrick Lamar a certes été récompensé, mais combien d'autres artistes hip-hop ont été totalement ignorés par l'Académie? Et puis il y a des catégories elles-mêmes. Le rap est toujours rangé dans son coin, pendant que la pop et le rock trustent les grandes distinctions. Comme si le hip-hop, qui est pourtant le genre le plus dominant de la planète, méritait un traitement à part. Tu crois encore aux moments spontanés au Grammy? Oublie. Chaque performance, chaque interaction est calibrée au millimètre. Les Grammys, ce n'est pas un concert, c'est un show TV à gros budget. Tout est scénarisé pour créer du buzz, générer des hashtags et vendre des streams. Les duos surprises, souvent, ce ne sont pas des décisions artistiques, mais des stratégies marketing. Combien de fois on a vu des collabs totalement improbables juste parce que deux labels veulent maximiser leur audience? Exemple 2025, cette année encore, certains duos avaient clairement plus de sens sur un PowerPoint de réunion que sur scène. Des artistes qui n'ont aucune alchimie réelle, mais qu'on force à chanter ensemble pour créer un moment qui pourrait être monétisé en clip, vinyle exclusif et placement de produits. Et parlons aussi des performances elles-mêmes. Chaque année, il y a toujours une prestation choc, un moment qui est censé marquer les esprits. Mais souvent, ça sent l'opération marketing à plein nez. Le bon indicateur, les performances sont validées par les sponsors. Autrement dit, si un artiste veut proposer quelque chose d'un peu trop subversif, on va lui rappeler gentiment qu'il y a des marques qui financent la soirée. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Les Grammys, c'est aussi et surtout une machine à cash. Un Grammy booste les ventes d'un album jusqu'à 500%. En une seule soirée, un artiste peut passer de talent prometteur à machine à billets. Mais pas toujours pour les bonnes raisons. L'Académie a bien compris que la nostalgie et le drama vendent. Résultat, on voit des revivals forcés, des artistes oubliés qu'on fait revenir sur scène pour émouvoir et vendre des best-of. Autre grand classique, les artistes qui gagnent un Grammy et qui annoncent un nouvel album ou une tournée juste après. Comme par magie, tout est prêt à être mis en ligne quelques minutes après la cérémonie. L'Académie aime aussi donner des prix pour faire bonne figure, une manière de réparer les injustices passées mais sans prise de risque. Cette année, on l'a encore vu, des choix qui ressemblent plus à du damage control qu'à une reconnaissance purement artistique. Et puis, il y a eu la grande question. Est-ce que gagner un Grammy en 2025 a encore un sens? Aujourd'hui, un artiste peut cartonner sans jamais être reconnu par l'Académie.
Certains des plus gros succès récents ne sont même pas nommés. Parce que l'industrie a changé, parce que les Grammys ne sont plus la référence absolue. Donc oui, les Grammys c'est du prestige, mais c'est surtout un business bien huilé. On nous vend une célébration de la musique, mais derrière c'est une stratégie marketing ultra maîtrisée. Mais quitte à parler d'influence, il y a un autre aspect intéressant. Comment la musique elle-même façonne nos émotions, nos perceptions de l'amour, et c'est ce qu'on attaque dans le prochain segment. La musique, c'est censé être une bulle d'émotion, un truc qui nous transporte, qui nous fait rêver, vibrer ou nous illusionner complètement. Parce que soyons honnêtes, si on écoutait vraiment les paroles des chansons d'amour qu'on adore, on réaliserait que certaines ont le script parfait d'une relation toxique. Pourquoi est-ce qu'on continue à chanter ces hymnes au gaslighting et à l'amour obsessionnel comme si c'était romantique? Pourquoi une phrase qui, dans la vraie vie, ferait fuir à toutes jambes, devient soudainement acceptable quand elle est sur une prod catchy? C'est exactement ce qu'on va décortiquer. Prenons un instant pour analyser les grandes ballades romantiques qu'on nous vend depuis des décennies. La majorité des hits qu'on associe à l'amour intense sont en réalité des manuels de relations dysfonctionnelles. Un mec qui t'espionne et t'observe à ton insu, romantique en chanson, délit en vrai. Une fille qui fait de la manipulation émotionnelle pour que son ex revienne, icône pop sur la scène, red flag absolu dans la vraie vie. Le problème, on absorbe ces schémas depuis toujours. La musique nous a appris à idéaliser l'amour difficile, l'amour qui fait mal et parfois l'amour qui n'a rien d'amour du tout. Exemple récent. 2025 nous a encore offert son lot de hits où les paroles racontent, si on gratte un peu, des histoires qui relèvent plus du thriller psychologique que de la comédie romantique. Prenons n'importe quel hit actuel qui a explosé cette année, tout le monde les adore, ils sont partout sur TikTok, mais écoutons les paroles. Si on lisait sans la musique, on aurait un type qui justifie ses crises de jalousie extrême par «c'est parce que je t'aime trop». Et pourtant, on chante avec le sourire. Il y a un truc magique avec la musique. Elle a le pouvoir de nous faire gober n'importe quoi. Une phrase qu'on trouverait flippante ou abusée dans une conversation normale peut devenir l'une de nos citations préférées dès qu'elle est chantée. Tu te souviens cette fois où ton ex a fait un scandale parce que tu avais liké une photo Instagram? C'était un enfer. Mais si un chanteur sexy met la même jalousie toxique en mélodie, on trouve ça romantique. La science derrière ça, la musique active le système de récompense dans notre cerveau. Une belle mélodie adoucit l'impact des paroles. Au point qu'on ne les questionne même plus. Un mec qui dit «tu es à moi» avec un ton menaçant, c'est un red flag. Un mec qui chante «tu es à moi» avec une voix suave et un instrumental planant, on fond. Cette année encore, plusieurs morceaux cartonnent, en vendant des relations ultra toxiques sous couvert de romantisme. Un tube en 2025 qui mérite d'être analysé, on en a des tonnes. À la première écoute, c'est une déclaration d'amour passionnée, mais dès qu'on gratte, c'est surtout une leçon de contrôle émotionnel toxique. Imagine un instant que quelqu'un te dise en face: si tu me quittes, je disparais parce que sans toi, je ne suis rien. Un énorme red flag, non? Sauf qu'avec un joli clip et une prod efficace, on trouve ça beau. Petit jeu. Imaginons un monde sans musique. On prend les paroles de plusieurs tubes, on les lit sans mélodie. Est-ce qu'on considérait ça encore comme une belle histoire? Donc oui, la musique c'est puissant, mais parfois c'est aussi le plus gros mensonge qu'on se raconte. On romantise des trucs qui, dans la vraie vie, devraient nous envoyer un énorme signal d'alarme. Alors maintenant, je suis curieuse. C'est quoi votre chanson Red Flag ultime? Celle que vous adorez malgré tout, alors que savez pertinemment que c'est un désastre relationnel en 3 minutes chrono. Dites-moi sur Instagram et TikTok et on en parle. Les histoires d'amour interdits, on en a vu des centaines. Mais entre les clichés et la réalité brutale d'une industrie comme la K-pop, il y a un gouffre que j'ai voulu explorer avec Red Flag et Love Song. Ce roman, c'est un mélange de romance, de tension psychologique et de plongée en immersion totale dans l'univers ultra contrôlé de l'industrie musicale coréenne. Ce n'est pas une simple idylle entre une assistante française et un idol de K-pop, c'est une course contre la montre, un engrenage où chaque choix peut briser une carrière, où chaque regard échangé devient une menace. Jaemin, le leader d'Eclipse, ce n'est pas un cliché de bad boy inatteignable, c'est un stratège, un perfectionniste, quelqu'un qui porte tout le poids du groupe, d'un label, d'une image millimétrée sur ses épaules. Et pour le construire, je me suis inspirée de plusieurs leaders de l'industrie, principalement Bang Chan de Stray Kids, parce qu'on sait tous que je suis une énorme stay. Bref. Pas dans une logique de copie, mais parce que ce type de figure m'a toujours fascinée. Ces artistes qui gèrent tout, qui doivent être parfaits à chaque seconde, qui n'ont même pas le droit à l'erreur.
Et puis il y a Sacha. Elle n'est pas là pour rêver de paillettes ou pour tomber dans les bras d'une rockstar, elle est pragmatique, sarcastique et surtout, elle sait que son boulot ne laisse pas de place aux sentiments. Mais quand on met deux personnes aussi opposées dans un même espace, avec des règles strictes et une pression constante et des millions d'yeux braqués sur eux, les failles apparaissent et c'est là que tout bascule. Parce que Red Flag et Love Song, ce n'est pas une simple romance, c'est une bombe à retardement, un thriller émotionnel où chaque faux pas peut être fatal. Et pour vous plonger un peu plus dans cette tension, voici un petit extrait. Je n'ai jamais vraiment compris l'engouement pour la K-pop. Faire la queue pendant des heures, acheter le même album 10 fois juste pour admirer une nouvelle pochette ou crier le nom d'une idole qui ne te connaît même pas. Ça m'a toujours paru complètement absurde. Imagine donc ma surprise quand Elodie m'appela pour me proposer un poste sur la production d'un groupe coréen ultra populaire nommé Eclipse. On a besoin de quelqu'un de fiable, capable de gérer la pression, m'expliqua-t-elle, sa voix tremblante d'excitation. Moi, imperturbable, je rétorquais. Fiable ? Tant que tu me files du bon café et que je finis pas dans un asile, je suis partante. Quelques jours plus tard, l'email officiel arriva. Horaire impossible, ribambelle de clauses de confidentialité et, cerise sur le gâteau, l'interdiction formelle de flirter avec les idoles. La signature d'un contrat de 15 pages en double exemplaire fut un moment aussi absurde que décisif. Le jour J, je me retrouvais dans un bureau parisien modeste, dossier en main, et mon ironie habituelle en bandoulière, prête à signer pour un contrat qui me promettait de booster ma carrière. Rien ne m'avait préparé à l'opulence qui m'attendait ce soir-là. Paré de mes plus beaux atours, black jean impeccable, chemise blanche fraîchement repassée et blazer taillé sur mesure, j'entrais dans le lobby d'un hôtel chic près de Place Vendôme. Là, j'ai rencontré Kang Jae-woon, le manager principal d'Eclipse. Son regard perçant et son pleasure en anglais glacé m'ont immédiatement fait douter de ma capacité à naviguer dans cet univers où chaque seconde compte. Il m'expliqua que j'allais gérer la logistique sur place, une mission sans aucune marge d'erreur. Dans l'ascenseur, aux parois miroitantes, je me demandais si j'étais vraiment prête à plonger dans ce monde où précision rime avec glamour. Malgré mes doutes et mon sarcasme, au fond, je savais que c'était l'opportunité de toute une vie. Une aventure européenne à dos de K-pop, mêlant chaos organisé, perfection calculée et bien sûr, beaucoup de café. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Cappuccino et Croissant. Une cérémonie des Grammy Awards qui a encore une fois prouvé qu'entre consécration, stratégie marketing et polémique bien sentie, la musique ne se joue pas seulement sur scène, mais aussi en coulisses. On a parlé des artistes qui ont marqué la soirée, de ceux qui ont été snobés et surtout de ceux que les récompenses disent de l'industrie musicale en 2025. Parce que derrière chaque trophée, il y a bien plus qu'un simple merci à mes fans. On a aussi exploré la façon dont la musique influence notre perception de l'amour et pourquoi on continue à chanter des red flags en boucle, comme si c'était des déclarations d'amour idéales. Vous pouvez me dire votre chanson red flag ultime sur Instagram ou TikTok et je veux savoir lesquelles vous font culpabiliser ou pas. Avant de se quitter, petit rappel, si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée et à laisser une note et un commentaire. Ça aide énormément le podcast à être découvert et ça me permet de continuer à vous proposer des analyses bien caféinées. Rejoignez-moi sur Instagram, TikTok et les autres réseaux sociaux pour encore plus de contenu pop culture, des coulisses d'écriture et des discussions passionnées sur l'industrie musicale et cinématographique. Vous pouvez aussi passer sur mon site officiel capcroissantmedia.com. Vous y trouverez la boutique avec les goodies du podcast ainsi que tous mes livres dont Red Flags et Love Songs. Merci d'avoir écouté, prenez soin de vous, hydratez-vous avec du café évidemment et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Cappuccino Croissant. Allez, salut!